On souhaiterait que vous reveniez sur les... Il y a eu deux processus parallèles, décentralisation et déconcentration. Pour ce qui concerne notre secteur, les lois ont parlé de décentralisation de l'action sociale et de la santé, grosso modo de 82 à 86, mais vous nous avez déjà dit tout à l'heure qu'un certain nombre de choses étaient prêtes avant, dès 81. Ensuite, il y aura une deuxième vague plus loin, en 2003-2004. Vous avez vécu évidemment à ce moment-là, aux responsabilités. Les gens ont parlé de la fin des DAS État, par exemple, donc rappelez un peu ce que c'était que ces DAS et qu'est-ce qu'il en a été réellement de cette fin ou de cette non-fin, je ne sais pas. Il y a eu la montée en responsabilité des élus territoriaux, et vous les avez côtoyés évidemment dans vos fonctions, soit à Paris, soit ici. Donc des nouveaux rapports entre l'État et les conseils généraux, qu'on appelle les conseils départementaux maintenant. Est-ce qu'il y a eu des querelles de compétences? Bref, est-ce que ça a bien marché dans certains coins et bien moins dans d'autres? Quel type d'analyse on peut faire de ce processus qui était un processus important, massif? Voilà. Bon, il faut faire un peu d'histoire. Il faut remonter à 1964, à l'époque où on faisait de grandes réformes administratives et où ont été créées les DAS, mais je crois également les DDE. En 1964, l'État a regroupé 4 petits services qui existaient dans les départements. La direction de la santé, qui était un tout petit service. La direction de la population, qui était plus importante, qui s'occupait notamment des pupilles. Le service de santé scolaire, qui était géré par l'Éducation nationale. Et le service qui gérait l'aide sociale dans les préfectures. Et donc ces 4 services ont été fusionnés, ça a été compliqué, c'était des petits services qui avaient peu de moyens, et cette réforme donc, a été lancée dès 1964, on a créé donc les directions départementales de l'action, puis ensuite les affaires sanitaires et sociales. Au plan régional, la situation était encore plus compliquée, parce qu'il y avait des microservices au niveau régional. Ces services et un service important en matière de sécurité sociale, qui ont été fusionnés à partir de 1977, avec une création progressive, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, les DRAS, en 1977, ont regroupé un petit service qui s'appelle le service régional d'action sociale et sanitaire et sociale, qui s'occupait des centres de formation de travailleurs sociaux, et qui s'occupait aussi des investissements hospitaliers. L'inspection régionale de la santé, et troisième composante, et point de vue quantitatif de loin la plus importante, c'est les directions régionales de la sécurité sociale, qui faisaient la tutelle sur les organismes de sécurité sociale, qui étaient des organismes créés il y a peu de temps et qui avaient besoin d'une tutelle assez serrée. Donc, 1964, réforme départementale, 1977, réforme régionale. Ces services extérieurs du ministère des Affaires sociales, disons Affaires sociales, pour faire plus simple parce qu'il a changé souvent de nom, ces services étaient sur une pente ascendante jusqu'à la décentralisation. Et la décentralisation est venue un peu casser cette dynamique en transférant les 2/3, pour ne pas dire les 3/4 des DAS, au conseil généraux. Alors, j'ai dit tout à l'heure que
au cabinet question, nous étions, et ensuite la politique a été constante, nous étions favorables à la décentralisation et que nous avons joué le jeu de la décentralisation. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus être, disons, ne pas perdre de sens critique par rapport à ce qui s'est fait à l'époque. Notamment en matière d'action sociale, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, il y a eu une côte mal taillée. C'est-à-dire que l'État a entendu conserver, par choix politique, un certain nombre de compétences, au nombre de 10 d'ailleurs à l'époque, en matière d'action sociale. Et notamment tout ce qui avait trait aux réfugiés et tout ce qui avait trait au CHRS et au SDF. Plus des petits pans d'attribution, mais l'État a entendu conserver ces domaines de compétences parce qu'il considérait que les élus locaux ne feraient pas leur devoir. Et il considérait qu'il y avait un risque d'inégalité entre les départements. Donc, la décentralisation de l'action sociale n'a pas été totale. L'État a gardé des pans de compétences, qu'il a encore d'ailleurs, qu'il exerce encore. Et puis également, je crois qu'il y a un vice il y avait dans le raisonnement du ministère à cette époque, il y avait un vice de fond sur lequel je suis revenu quand j'étais nommé directeur d'action sociale. Au fond, le problème, c'est que l'action sociale ne peut pas être décentralisée. Parce que c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Alors si on a une vision bureaucratique de l'action sociale, oui, on peut dire qu'une partie a été décentralisée. Mais en fait, l'action sociale, c'est l'affaire de tous, l'affaire des élus, l'affaire des gens, l'affaire des caisses de sécurité sociale, l'affaire des mutuelles, l'affaire des congrégations, etc. Donc, peut-on avoir la prétention de décentraliser l'action sociale alors qu'en fait, elle l'est par nature. Pour moi, elle l'est par nature. Donc, quand je suis arrivé à la DAS, j'ai pris le contre-pied de mes prédécesseurs, disant l'action sociale n'a pas été décentralisée. Un, parce que l'État a gardé des pans de compétences à tort ou à raison. Deux, parce que l'action sociale était par nature décentralisée. Elle est plurielle par nature, donc on ne peut pas la décentraliser. Alors, c'est un point important, c'est un point qui me tenait à cœur. Cela dit, la décentralisation dans le domaine concernait les DAS, le transfert de compétences et de services aux conseils généraux ne s'est pas si mal passé que ça. Et je crois que tout le monde s'accorde maintenant pour reconnaître qu'elle n'a pas creusé les écarts, qu'au contraire, elle a eu tendance à resserrer les écarts, et que dans les domaines de compétences gérés par l'État, les écarts étaient bien plus importants. Prenez par exemple les établissements médico-sociaux relevant de la compétence de l'État, vous avez des écarts massifs, alors que c'est l'État qui est censé être objectif. Donc les conseils généraux n'ont pas, en fait, ne méritaient pas cette suspicion, en tout cas ce reproche qu'on leur adressait a priori, à savoir qu'ils ne s'intéresseraient pas aux populations précaires, ce qui n'est pas vrai, et que il y aurait des inégalités entre les départements. S'il y a des inégalités, ça tient aux ressources des départements. Il est évident qu'entre les Yvelines et la Creuse, il y a un abîme. Mais ça ne tient pas à la politique départementale, ça tient à l'écart des ressources. On renvoie à la fiscalité départementale, à la richesse des départements. Alors maintenant ce que j'ai évoqué, DAS, DRAS, ça n'existe plus. Ça n'existe plus, c'est-à-dire qu'il y a eu des évolutions très importantes que je n'ai pas connues en tant que directeur d'action sociale, mais à partir du début des années 2000. Lorsque j'étais directeur d'action sociale, je considérais qu'il fallait que l'État joue son rôle. C'était le mandat que j'avais, et donc l'État sur le terrain pouvait jouer son rôle en matière sociale s'il en avait les moyens. Et j'ai essayé de développer, de muscler, d'organiser dans les DAS des pôles sociaux.
Ça a été un peu mon fil rouge pendant ces 6 années, développer des pôles sociaux dans les DAS. Ce que l'État était bien content de trouver, notamment à l'époque du mouvement des chômeurs, qui est complètement oublié. Mais enfin, il y a eu le feu pendant quelques mois ou quelques années avec ce mouvement des chômeurs qui avait été provoqué par les maladresses de l'UNEDIC. C'est des bêtises de l'UNEDIC qui avaient provoqué ce mouvement des chômeurs, mais qui était un mouvement sociétal très important. Et en 97, là. 97, qui a été géré, c'était au début du mandat de Martine Aubry. C'était fin 97, début 98. Et l'État était bien content de trouver ces pôles sociaux sur lesquels les préfets ont pu s'appuyer pour gérer l'urgence, gérer l'agitation, gérer la colère, gérer les conflits. Et donc on a utilisé la lance à incendie, qui était ce fameux fonds d'urgence dont se sont occupés les pôles sociaux des DAS. Donc, ma politique, quand j'étais directeur d'action sociale, c'était de maintenir, puisque c'était le mandat que nous avions, l'État voulait conserver des attributions en matière sociale, il fallait maintenir les outils pour gérer ces attributions. À partir du début des années 2000, ça a changé. Avec, il faut dire, la montée en charge des ARS, mais pour lesquels les DAS étaient mis à disposition. Ce n'est que un peu plus tard, avec la révision générale des politiques publiques, que les services déconcentrés ont été transformés. Et donc, les DAS ont été supprimés. Les DRAS ont été fusionnés avec les ARH et quelques autres dans les agences régionales de santé. Et les DAS ont été, pour partie, transférés aux agences régionales de santé. Ce sont les délégations départementales des ARS. Et pour partie, fusionnés avec, et l'idée n'était pas si mauvaise que ça, avec Jeunesse et Sport, mais également avec les services vétérinaires, mais également avec les directions départementales de la concurrence à la consommation, de la répression des fraudes, pour faire des services qui, malgré toutes ces fusions, sont des services très faibles. Et donc, avec la RGPP, on est revenu... La révision générale des politiques publiques, donc circulaire Fillon, on est revenu avant 64. Avant 1964, le mouvement de fusion qui avait été opéré en 1964 et qui avait été, je crois, bénéfique, on est revenu avant 1964 avec un service dans les départements, un service sanitaire, donc la délégation départementale de l'Agence régionale de santé, et un service à vocation sociale qui est la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations dans la majorité des départements. Dans les gros départements, simplement, c'est la direction départementale de la cohésion sociale. Voilà. Donc, on est maintenant devant un paysage éclaté et, à l'évidence, dans le domaine social, affaibli. Voilà. Et donc, cet affaiblissement vient compliquer notre tableau, notre millefeuille social, puisque le social en France, c'est une sorte de manteau d'arlequin, une mosaïque, et où il n'y a plus de chef d'orchestre. Le seul pouvant prétendre à ce rôle de chef d'orchestre, c'est le président du conseil départemental. Encore faut-il que l'État l'accepte. Alors précisément... Un directeur de service départemental de l'État dans le territoire, ou régional, comme vous l'avez été. Bon, il y a évidemment le préfet avec qui vous travaillez, ou vous êtes parfois sous son autorité, mais les rapports avec les élus, vous voyez donc ces élus prendre de nouvelles compétences. Je parle des élus départementaux. Oui. C'est essentiellement les départements qui ont reçu des compétences. Les municipalités ont un rôle important. Notamment dans l'action sociale publique, les CCAS et tout. Mais vous avez vu ces élus prendre de plus en plus, enfin se réorganiser autrement. Comment ça s'est passé un peu, ces rapports avec les élus politiques? Est-ce que ça a été conflictuel? Est-ce que ça a été du travail en commun? C'est un sujet très important et un sujet compliqué. Bon, si on revient 30 ans en arrière,
les préoccupations, le secteur social n'était pas la préoccupation principale des départements, même si ça représentait déjà la moitié de leurs dépenses. J'ai bien connu 2 conseils généraux. J'ai assisté à toutes les séances de commission, toutes les séances du conseil général. Je les connaissais personnellement tous dans mes départements. Le premier département, ils étaient 45, c'était plus compliqué. Le deuxième département, ils étaient 30. Je les connaissais tous personnellement. Je crois que il y a eu une maturation qui s'est faite. Au départ, sur les sujets sociaux, ils étaient pas formés et pas toujours motivés, ou pas toujours motivés dans le bon sens. Là, il y a une évolution qui a été, je crois, assez spectaculaire et que j'ai vue dans le département où j'habite encore, avec des efforts. Le Conseil général a fait sur le secteur social des efforts considérables. Moi, je me souviens d'un débat politique en Aveyron, qui était le seul débat politique que j'ai vu au Conseil général d'Aveyron. J'avais demandé la création d'une sage-femme de PMI. Et il y a eu un vrai débat politique. Faut-il une sage-femme en PMI? Faut-il une politique de prévention? Est-ce que ce sera utile pour la politique de prévention? Est-ce que c'est l'outil pertinent pour une politique de prévention? Et il y a eu un vote. Il y a eu un vote où j'ai eu la majorité de justesse et la sage-femme de PMI a été créée. Le département où j'habite, il y a 4 sages-femmes de PMI. Je ne posais aucun problème. Il y a eu une maturation en matière de politique sociale des conseils généraux poussée par la nécessité. Par les problèmes sociétaux, par également leur responsabilité budgétaire. Mais les conseils généraux ont, je crois, pris pleinement à bras-le-corps leurs responsabilités, contrairement à ce que, à Paris, on pouvait craindre au moment de la décentralisation. Je crois que c'est important à dire. Par contre, l'expression nationale des conseils généraux, j'ai eu de très mauvais rapports, c'est notoriété publique, avec la PCG, qui était le club des présidents de conseils. L'association des présidents de conseils. L'association des présidents de conseils généraux. J'ai eu des rapports détestables avec la PCG, mais qui n'existe plus, qui s'appelle l'ADF, et qui a maintenant une ligne qui est très différente, avec certains présidents de conseils généraux qui sont des pionniers en matière d'action sociale. On cite souvent le département de Meurthe-et-Moselle. On peut citer le département d'Ille-et-Vilaine, le département des Yvelines. Il y a quelques départements qui font des choses qui sont remarquables. D'autres qui en font moins, d'abord parce que beaucoup de départements sont, d'un point de vue budgétaire, sont au taquet. Les départements ont reçu des compétences de l'État sans que les ressources nécessaires aient été durablement transférées. Donc les départements, ils sont de leur poche chaque fois. Et donc, ce qui les met en situation d'extrême difficulté. Et ils le disent tous les jours, maintenant ils le crient fort, et ils ont raison. Les départements de cette région, les petits départements de cette région, n'ont plus pas de ressources fiscales. Donc pour eux, c'est très difficile. Voilà ce qu'on peut... Je crois qu'il faut le dire pour bien décrypter tout ce qui se passe en ce moment. Alors, quant à la déconcentration, puisque en général, quand on parle de décentralisation, on parle en même temps de déconcentration. On va redéfinir. Alors, la déconcentration, c'est la dévolution de compétences au sein d'un appareil d'État. C'est-à-dire qu'un système centralisé et concentré, les décisions se prennent à Paris. Un système déconcentré, c'est un système où les décisions se prennent dans les départements, au niveau des préfets de département ou des préfets de région. La logique théorique voudrait que la décentralisation soit accompagnée par une déconcentration. Ça a été le cas. Ça a été le cas, sauf que on assiste depuis quelques années à un mouvement de reconcentration. En particulier, la création des ARS a été l'occasion d'une réelle reconcentration. En 2010. En 2010. La réforme régionale a été également l'occasion
me semble-t-il, d'une nouvelle reconcentration. En 2015, les grosses régions. Voilà, une nouvelle reconcentration. Et donc, les fonctionnaires des services territoriaux de l'État ont moins de responsabilités qu'on en avait. Nous, on a vécu, ma génération a vécu une époque facile avec des ressources qui augmentaient et des responsabilités qu'on nous donnait. Et maintenant, les ressources baissent et on leur enlève les responsabilités. Donc, certains fonctionnaires d'État sont des boîtes aux lettres. C'est un petit peu désolant. Mais il y a eu une pratique de très forte reconcentration, notamment dans le domaine des ARS. Nous avions, les ARH s'étaient dégagées des marges de manœuvre réelles, significatives. Ces marges de manœuvre ont disparu. Concrètement, quels effets ça a, cette reconcentration ? Eh bien, ça veut dire qu'il faut que les décisions se prennent, que les crédits sont alloués à Paris, que les décisions sont prises à Paris. Surtout, c'est au niveau financier, c'est-à-dire que les financements, Paris pratique des politiques de financement fléchées, ciblées, à savoir que vous avez besoin de X euros pour suivre des toxicos, eh bien c'est le financement vient plus souvent maintenant de Paris qu'il ne vient de Toulouse. Et est-ce que ça a des conséquences sur l'innovation sociale ? Oui, parce que à l'époque où on avait une marge de manœuvre au niveau des budgets, on pouvait faire parfois des choses un peu étonnantes. On pouvait faire des choses un peu étonnantes. Moi, il m'est arrivé de créer un CAVA, un centre d'adaptation à la vie active. Donc c'était l'entreprise d'insertion la mieux soutenue, à partir de financement d'un CHRS qui était fermé. Un CHRS est fermé pour des raisons d'ailleurs tout à fait légitimes. Il est fermé, on garde le financement, on crée un CAVA. Et ça se décidait sur place. Alors que maintenant, c'est plus possible. Maintenant, ce genre de choses, c'est totalement impossible parce que l'insertion par l'économique relève de multiples financements. Le ministère du Travail s'y est mis avec ses gros sabots. Et alors, donc, et ce qui est un peu gênant, c'est que les coups de chapeau se multiplient vers l'insertion par l'économie, et dans la pratique, ça devient très compliqué pour les porteurs de dossiers. Pour les porteurs de dossiers, ça devient très compliqué. Est-ce que ça veut dire que les associations doivent avoir recours à d'autres formes de financement maintenant si elles veulent développer des projets qu'elles estiment des projets adéquats vis-à-vis des publics qu'elles rencontrent ? C'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que elles sont fortement invitées, plus qu'autrefois. Autrefois, l'État, les conseils généraux aussi, pouvaient financer de façon significative une opération significative et rapide. Une opération intéressante. Maintenant, c'est infiniment plus compliqué. Ça vous renvoie à des fonds, notamment aux fonds d'intervention régionale en matière sanitaire, qui sont des fonds qui n'augmentent pas, qui ont tendance à se réduire. Les procédures sont de plus en plus compliquées. On invite les associations en fin d'année à déposer en catastrophe des demandes pour des queues de crédit qui viennent d'être libérées. Donc on demande aux associations, et notamment aux plus petites, on leur demande un travail extrêmement compliqué dans lequel elles s'usent. Il faut bien le voir.